Troisième partie, la rencontre, la communication interhumaine et le transfert dans la psychanalyse des psychotiques. La rencontre interhumaine, lorsqu'elle se définit à partir de la périphérie sensorielle d'un être humain qui en perçoit un autre, appartient au domaine physique. Vue, ouïe, olfaction, toucher, goût. Mais toute rencontre entre des êtres vivants, végétaux, animaux, a fortiori la rencontre interhumaine, se définit de surcroît par l'expression chez chacun de modifications qui sont pour lui spécifiques, soit de toute rencontre, soit de telle rencontre. Chez l'être humain, tout effet modificateur au niveau du perçu des participants, quoique relevant encore de faits d'ordre physique, l'est en corrélation avec des faits psychiques. Cet effet tant physique que psychique peut bien être en rien décelable par un témoin. Lorsque l'effet rencontre n'a donné lieu à aucune modification apparente de l'habitus antérieur. Il n'en reste pas moins que toute perception donne lieu à une impression enregistrée quelque part dans le schéma corporel. Ce sont les perceptions de variation en quantité et en qualité, en tension et en nature, de signalisation sensorielle qui deviennent décelables, plaisir ou douleur synesthésique pour celui qui les perçoit, qui prennent pour lui valeur symbolique agréable ou désagréable référée à la rencontre. Lorsque ces perceptions provoquent modification dans l'habitus et que cette modification expressive est à son tour perçue par un autre vivant qui réagit en une réponse manifestée, variante et modulée, accordée à la première, un sens symbolique s'organise qui est la communication. C'est l'origine archaïque du langage. L'organisation du langage est toujours originée chez l'être humain dans la relation initiale et prévalente mère-enfant. Du fait de la longue impuissance à survivre seul de l'enfant, telle mère, tel enfant s'induisent mutuellement par les modulations émotionnelles liées aux variations de tension, de bien-être et de malaise, que leur co-vivance et la spécificité de leur séparation et de leur retrouvailles ont organisé en articulation de signes. Premier langage. Connaissance, méconnaissance, reconnaissance mutuelle se lient à des signifiants repères, substantiels et subtils. Substantiels sont les échanges et les contacts corps à corps liés aux besoins de l'enfant, nourriture, toilette, déambulation, sommeil. Subtils sont les mimiques visagières, gestuelles, vocales. Toute perception qu'a l'enfant de la mère et vice-versa, à distance l'un de l'autre. Toute rencontre qui produit un effet de variation sensible dans un organisme vivant, donc de modification dans l'habitus préexistant, devient signifiante pour ce vivant de son existence et de celle d'un objet, autre que lui, avec qui il a eu communication avant qu'il n'y ait eu rupture de cette communication. Toute modification dans l'habitus peut être aussi, à tort ou à raison, ressentie comme effet de rencontre. Rencontre ne veut pas toujours dire rencontre interhumaine. Il peut y avoir chez un vivant rencontre avec toute chose, éléments cosmiques, objets inertes, minéraux, végétaux, animaux et humains. La modification d'impression qui en résulte traduit la spécificité des participants. Prenons un exemple végétal. La tigelle de la vigne croît en spirale, mais elle s'enroule aussi autour de tout support qu'elle rencontre. L'enroulement est sa manifestation spécifique de vie. De même, la feuille de la sensitive se rétracte à toute perception insolite, au coup de vent subi comme au toucher d'un expérimentateur. Les perceptions au vrai sont continues dans un organisme vivant. Ce sont les variations modulées ou brusques qui deviennent pour l'organisme un signal. Parlons maintenant des êtres humains. Si le signal produit le même effet, manifesté comme plaisir ou douleur chez les deux participants, leurs réactions homologues peuvent établir entre eux un lien de connaturalité. Si le signal émis par l'un, exprimant une tension qui demande apaisement, entraîne chez l'autre en réponse un signal qui satisfait cette demande, apaisement de tension, la réaction, pour peu qu'elle se répète au long des jours, établit entre eux un lien de compréhension mutuelle, un lien de communication reconnu. Entre le nourrisson et sa mère, ce jeu de signaux provoque un lien de dépendance vitale.
signifiant de connaturalité dans le plaisir, apaisement de tension, et de connaturalité dans la douleur, tension suractivée. Quand un être humain ne rencontre pas réponse aux variations de ses sensations internes et aux variations de ses perceptions, pas de réponse à son appel d'échange complémentaire, il n'éprouve pas dans la rencontre un être fiable, un semblable à lui par lien de connaturalité. Il ressent ce rien comme et seulement dans son habitus d'être humain, alors sans autre humain rencontré. Il reste soumis à ses seules tensions internes de besoin et de désir sans autre aide. Si ce phénomène d'absence d'une rencontre auxiliaire ou complémentaire est concomitant de sa vie au milieu d'autres êtres humains, ce rien dont il est étreint s'appelle personne. L'expression connue « il y avait beaucoup de monde, je n'ai rencontré personne » traduit cette absence de rencontre émotionnelle complémentaire, de communication spécifique en un langage vrai échangé, au milieu d'êtres pourtant indubitablement humains. Tout ce qui précède et que j'expose maladroitement me semble nécessaire pour comprendre ce qu'il y a d'étrange et chaque fois de particulier. En fait, ce qu'il y a de rencontre d'un mode interhumain archaïque où le langage manque totalement ou en partie, dans la rencontre avec ces sujets que nous appelons psychotiques, et quel que soit leur âge civil. Leurs variations de tension interne sont moins soumises à des perceptions venues de l'environnement qu'à celles venues d'états physiologiques ou émotionnels sans signalisation, plus encore sans langage propre à les exprimer. Des impressions étranges, des fantasmes du passé, qu'ils prennent pour des signaux de présence actuelle, viennent interférer avec leur contact à l'environnement. C'est ainsi que leurs expressions, qui paraissent immotivées, sont toujours motivées, mais le sont par leurs fantasmes, c'est-à-dire par une vie imaginaire qui absorbe toutes leurs énergies et ne leur permet pas d'appréhender la réalité qui les entoure. Leur immobilité parfois totale, leur mutisme parfois absolu, leur sourire, leur mécanisme de défense non adapté à la situation actuelle, leurs cris, leurs gestes, leurs paroles délirantes, stéréotypées, conjuratoires, sont bien pour eux les manifestations d'un langage, c'est-à-dire une expression symbolique de leur tension interne, mais ce langage ne semble plus viser la communication de leurs émois à cet autre actuel que nous sommes en face d'eux. Ce mode d'expression, incompréhensible pour autrui, est devenu, au contraire de ce qu'était le langage en son origine, un moyen d'isolement protecteur dans un habitus d'isolement que la présence d'autrui ne peut pas modifier. La communication semble définitivement rompue et remplacée par un rideau impénétrable. Semble, car ce sont là conclusions fausses. Tous les êtres humains, quelle que soit leur apparence et leur comportement, perçoivent la présence de l'autre. Mais elle est pour certains d'entre eux signal de danger vital. La présence de l'autrui que nous sommes éveille chez les psychotiques l'émoi du danger, d'autant plus intense que nous paraissons, en face d'eux, désirer établir un contact qu'ils fuient, ou que nous paraissons fuir le mode de contact qu'ils désirent et qui nous paraît pour nous désagréable, inconvenant ou dangereux. Si nous arrivons à exprimer pour eux dans un langage qui signifiait pour nous-mêmes aussi justement que possible ce que nous percevons d'eux, lorsque cela nous est clair à nous-mêmes, nous structurons du même coup un champ de communication. La réaction stéréotypée ou la non-réaction apparente d'un être humain en présence d'un autre n'est pas du tout signifiante d'une non-réception perceptive, mais elle est signifiante plutôt de son annulation active. C'est ainsi que le psychotique exprime l'effet ressenti pour lui de sa rencontre avec nous. La dominance passive ou la fuite active proviennent de l'ébranlement de son habitus par l'éveil que nous avons provoqué de pulsions de mort en lui. Note. Les pulsions de mort, référées aux émois archaïques oraux, provoquent la phobie du contact et l'angoisse de morcellement. Les pulsions de mort, référées aux émois archaïques anaux et urétro, provoquent des compulsions obsessionnelles, idéatives et verbales de rejet ignominieux ou motrices à reconnu vérificateur, scatologique, conjuratoire et blasphématoire. Les pulsions de mort, référées aux émois génitaux, provoquent des angoisses de maladies incurables, de mutilations sexuelles, de rapt, de viol, de meurtre.
L'angoisse de l'imminence de la réalisation des fantasmes susdits vis-à-vis de l'objet de transfert et vice-versa est une des manifestations de la situation analytique. Celui que nous appelons psychotique se conduit de façon prudentielle face à une présence humaine, celle du psychanalyste, insolite et répétitivement attentionné à lui. Tôt ou tard, après plusieurs rencontres, le psychotique manifeste une modification quelconque de son habitus qui pour le psychanalyste est signifiante. Cette modification perceptible est début de langage adressé à notre personne qui a été intégré dans le champ de perception, prélude à une possible communication. Le psychotique reconnaît notre personne en tant qu'il se reconnaît lui-même face à nous qui restons semblables de séance en séance. Notre présence n'est plus pour lui totalement insolite ni étrangère, elle est devenue particulière. Le transfert s'amorce sur fond de narcissisme alerté où désir et pulsion de mort s'affrontent dramatiquement. L'attention de l'analyste, note, on dit de l'analyste qu'il a une attention flottante. Ce mot doit être compris. Ce n'est pas une attention distraite, comme le croient certains. Il s'agit d'une écoute disponible à toutes les traces signifiantes d'une présence à l'autre, aussi dépourvue de barrage que possible. La formation du psychanalyste l'y prépare. L'attention de l'analyste, signifiée par ses paroles ou par son silence, accueillant aux mimiques, aux gestes et aux paroles du psychotique, valorise en tant qu'humain celui qu'il a en face de lui. Il y a chez l'analyste un transfert spécifique, car il a foi dans l'être humain, son interlocuteur, être unique en son genre, sujet de la fonction symbolique, sujet inconscient de l'histoire qui est la sienne, sujet désirant de signifier, sujet appelant réponse à sa question. Cette question muette peut n'avoir pas été consciente, comme c'est le cas chez le tout petit, ou l'être devenu par refoulement après une période de conscience. Dans ce cas, une trace est restée du processus de refoulement, un souvenir écran, un élément de rêve, à répétition, un symptôme phobique ou obsessionnel. Cette trace peut aussi être un habitus, une somatisation, voire une allergie. Ce sont troubles de langage du corps, lequel se substitue au langage imaginaire, mimique ou verbal. Le témoin attentif, persévérant et réceptif qu'est le psychanalyste suppose qu'il y a un sens au langage incompréhensible, délirant ou au mutisme, toujours interprété par lui comme cas particulier de langage que son travail sera de décoder. Il suppose qu'il y a un sens au geste ou à l'immobilité, sens qui signifie ce sujet, là, présent, dérobé sous l'aspect psychotique. Le psychanalyste est un médiateur de la fonction symbolique en tant qu'il présentifie à celui qui se tait, qui déparle, qui ignore passivement ou qui nie activement sa présence, ou la présence d'autrui, l'expérience d'une rencontre effective. Pour le psychanalyste, chaque autre est à la fois, quel que soit son comportement, un représentant à part entière de l'espèce humaine, et le dit psychotique est pour lui le sujet d'une histoire inconsciente qu'il actualise au lieu de la symboliser, comme ceux qu'on appelle normaux ou névrosés en récits structurés. Cette histoire n'est pas connue du psychanalyste. Il en connaît parfois quelques éléments phénoménologiques par l'entourage et ces éléments sont un point de départ suffisant pour qu'il s'intéresse à cet autre, son interlocuteur atopique. Le langage de cet observateur sensible, le psychanalyste, même lorsqu'il est sans parole, son écoute et sa présence attentionnée à un autre dans lequel il reconnaît un semblable, alors que celui-là s'en dénie la qualité, constitue une reconnaissance de l'existence symbolique de celui-là ou de celle-là, qui est encore incapable tant d'assumer que de communiquer son désir qui, comme tout désir humain, est constitué de pulsions de vie ou de mort, mais qui, pour le psychotique, est plus ou moins dominé par les pulsions de mort. Le psychanalyste, dans son transfert, se doit de recevoir tout ce qu'exprime le psychotique en une aussi totale réceptivité que possible, en même temps qu'il doit tenter d'assumer le désir de mort, d'en décrypter les fantasmes rémanant d'angoisse, de rencontres dangereuses déjà éprouvées, que sa présence à lui, psychanalyste, réveille. Angoisse que le psychotique cherche à fuir ou à surmonter,
sans y être encore parvenu totalement. Angoisse à laquelle il tient souvent, parce qu'elle lui est devenue la seule érotisation qui soutienne son liminaire narcissisme. Par sa lucidité sur ce qu'il éprouve, le psychanalyste médiatise la reconnaissance pour chacun des deux participants à la rencontre, de soi-même à la fois par rapport à soi-même et par rapport à l'autre. Il médiatise aussi de chacun à chacun et de chacun à soi-même la liberté d'être ou de n'être pas ici présent. Dans la rencontre interhumaine, il y a deux soi, deux corps séparés avec en chacun d'eux une image de corps et un effet émis et reçu différents, mais interférents, par-delà leur séparation et leurs ressentis différents. La rencontre les rend mêmement, c'est-à-dire aussi dans le même moment, librement reconnaissables en tant que séparés. Et du côté du psychanalyste, le plus totalement possible présent au désir de communiquer par le langage et sans corps à corps avec l'autre. Ce mêmement veut dire ici que dans un temps et un espace commun aux deux, le temps et l'espace dévolus à leur rencontre réitérée, leur éprouvé différent mais concomitant, recouvrent sens de par la communication qui peut en être faite. Ce sens est modifié par celui qui écoute, reçoit et répercute le témoignage de ce qu'il a perçu, qui est sens de la présence modificatrice entraînée en lui par celui auquel il est attentivement présent. Sens dès lors de présence modificatrice pour celui qui constate qu'il est écouté, attendu dans sa vérité et peut se faire entendre. Le langage de ces modifications dues à la rencontre entre un psychotique et un psychanalyste peut rester inconscient pour les deux participants, ou pour l'un des deux seulement. Son expression peut être infraverbale pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Il y a effet de langage dès que la variance est reconnue par chacun comme spécifiant leur rencontre à aucune autre totalement semblable. Communication peut en être fournie en partie, hic et nunc, et cela selon le niveau de maîtrise de l'expression, quelle qu'elle soit, qui existe chez l'un, comme selon l'aptitude à percevoir de l'autre au moment présent de la rencontre. La communication peut aussi être déposée dans les traces sur le papier, dans la pâte à modeler, dans des gestes faits dans l'espace, langage autiste, préverbal. Elle peut s'exprimer en phonèmes, en paroles, interprétables ou non interprétables immédiatement, par l'autre ou par les deux. Ce sont ces parties différées et diffractées dans des effets parallèles au langage verbal ou substitués à lui qu'il s'agit d'entendre. La psychanalyse vise l'étude et le déchiffrement de ce langage inconscient sous-jacent au langage communiqué consciemment, hic et nunc, pendant le temps imparti à une séance. Temps qui est aussi vécu dans un lieu de présence commun à deux êtres humains, dont l'un, le psychanalyste, désire aider par sa présence l'autre qui, volontairement, accepte cette formation de travail.